Dans le premier épisode, nous nous sommes quittés sur l'élaboration du scénario des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Maintenant, nous allons aborder la production de cette entreprise titanesque. Les 7 samouraïs, c'est tout d'abord un village de paysans menacés d'être pillés par une horde de bandits et de perdre encore une fois leur récolte, voire être condamnés à mourir de faim. Se réunissant auprès de l'ancien du village, celui-ci leur conseille d'engager un groupe de samouraïs, de préférence d'anciens combattants, prêts à être engagés pour quelques bols de riz, et non pour de l'argent, les paysans étant extrêmement pauvres. Il faut chercher, leur dit-il, parmi ceux qui ont faim. Un groupe de paysans partent alors recruter des samouraïs pour protéger leur village de l'envahisseur. Kanbei sera le premier rencontré et après étude du terrain, décide que 7 samouraïs seraient nécessaires pour venir à bout des assauts des bandits. Les acteurs choisis seront Takashi Shimura dans le rôle de Sensen Kanbei, Toshiro Mifune pour le rôle de Kikuchiyo dont l'interprétation a contribué largement au succès du film, Seiji Miyaguchi pour le rôle de Kyuzo. Il est étonnant et amusant à la fois de noter que l'acteur n'avait jamais touché un sabre de sa vie avant le tournage et ne savait pas monter à cheval, alors que son personnage est le samouraï le plus expérimenté. Mais rigoureux et sérieux, Miyaguchi travaillait dur et sa performance bluffa tout le monde à la sortie du film. S'ensuit Yoshio Inaba pour Gorobei, Minoru Chiaki pour Heihachi Hayashida, Daisuke Kato pour Chichiroji et Isao Kimura pour Katsushiro. L'ensemble de ces personnages est inspiré de figures historiques. Kyuzo, par exemple, fait référence au célèbre Miyamoto Musashi. Musashi est l'une des figures emblématiques du Bushido, samouraï émérite, artiste également, calligraphe et peintre entre autres. Il sera l'auteur de plusieurs textes sur le sabre, sa stratégie et un code de conduite dans la vie d'un samouraï, le Dokodo. Les samouraïs recrutés, tout comme les bandits qui attaquent les villages, sont tous des ronins, c'est-à-dire des samouraïs sans maître. Les premiers ont décidé de suivre la voie du Bushido, ou voie du guerrier et vivre sainement. Les seconds suivent la voie du profit et celle de la loi du plus fort. Le premier samouraï rencontré est Kanbei. Un bandit prend en otage un enfant dans une cahute. Kanbei se rase la tête pour figurer un simple moine qui ira apporter du riz au bandit et nourrir l'enfant. Cette ruse lui permet de tuer le bandit et libérer le bébé. C'est l'exemple type du samouraï fidèle au code du Bushido. Dans le film, on peut distinguer 7 vertus relatives au Bushido. La droiture ou rigueur, le courage, la bienveillance ou compassion, la politesse ou respect, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Les paysans impressionnés par la bravoure de ce Kanbei qui n'hésite pas à risquer sa vie pour une mère et son enfant, lui demandent son aide. C'est un héros, un homme qui se sacrifie pour autrui. D'un autre côté, il est sujet à l'admiration d'un jeune samouraï qui lui demande d'être son disciple, le jeune Katsushiro, et de l'autre, il est suivi par un homme que l'on suppose aussi être un samouraï, mais qui n'a ni style ni éducation, et j'ai nommé Kikuchiyo. Avant d'accepter les multiples propositions qui s'offrent à lui, il se rend compte du sacrifice des paysans. Les samouraïs engagés mangeront du riz, tandis que le village ne mangera que du millet. Conscient de leur sacrifice, Kanbei accepte. Commence alors le recrutement des 6 autres samouraïs. Kanbei teste les compétences mais aussi les valeurs humaines de ses futurs compagnons. Gorobei acceptera de les aider en raison de l'aura que dégage Kanbei. Le deuxième, un ami, accepte l'enrôlement par loyauté étant son frère d'armes. Le troisième, Hayashida, sera recruté pour son humour et sa franchise alors qu'il coupait du bois pour manger. Le quatrième, un breton hors pair qui participait à un duel contre un orgueilleux, n'acceptera pas tout de suite, cherchant toujours le challenge et à se perfectionner. Il finira par accepter. Le cinquième, le plus jeune, sera Katsushiro, l'ensemble des compagnons convainquant Kanbei de l'enrôler. Les jeunes en veulent plus que les vieux. Kikuchiyo, la tête brûlée, sera le dernier à être enrôlé, prouvant sa valeur sur ses capacités à survivre en extérieur et en faisant la leçon aux villageois. Chaque samouraï symbolise un type de leadership que chacun d'entre nous pourrait suivre en fonction de la valeur qui nous importe le plus. Dans tous les cas, il s'agit de valeurs propres et intrinsèques au héros. Il n'y a pas de dualité, d'ambiguïté, juste de la sincérité et une indéfectible loyauté. Qui ne voudrait pas leur ressembler ? De par ses aspects et ses réflexions sur la société de l'époque, Les 7 samouraïs est loin d'être un film d'action axé uniquement sur les combats au sabre, mais se porte comme un véritable Jidaigeki plus qu'un Chambara.
Tout d'abord, nous avons la caste des paysans, caste qui vit dans la peur, mère de beaucoup de préjugés, notamment sur le fait que les filles du village se laisseront séduire par les samouraïs. Il faut donc les cacher par crainte qu'elles soient agressées ou qu'elles enfantent dans le déshonneur. Une histoire d'amour naîtra entre Katsushiro et une villageoise, mais n'aura aucune suite, la caste des samouraïs relevant plus de celle des nobles ou familles aisées du Japon de l'époque. Celui qui fera le pont entre ces deux mondes, c'est Kikuchiyo. Le personnage se révélera être le 7e des samouraïs en regroupant les villageois qui se cachent à l'arrivée de la compagnie. Il leur explique, outrés par leur comportement, qu'ils sont des samouraïs nobles de cœur et d'esprit. Plus tard, Kanbei et le reste de la compagnie vont découvrir l'origine même de ce personnage atypique. C'est en réalité un paysan qui souhaite devenir samouraï. C'est dans cette fameuse scène où il rapporte des armes et armures récupérées par les paysans sur les champs de bataille, tels de vulgaires pillards, choquant d'ailleurs la compagnie, que Kikuchiyo s'emporte. Certes, les paysans sont pétris de défauts, mais ceux qui les défendent n'en sont pas moins dénués. C'est ce pont qui permet une lecture plus sociale du film et qui nous permet d'y voir toute la profondeur. Dans le feu de l'action, paysans et samouraïs seront réunis. Mais dans la victoire, les samouraïs finiront seuls et sans but, contrairement aux villageois qui, eux, sont liés traditionnellement à leur terre. Ce sont les pères et mères nourriciers du peuple. Le samouraï reste un guerrier, un homme errant sur sa propre voie. C'est sans doute pour cela que les Américains y ont vu une similitude avec les héros solitaires du western. L'homme qui passe, aide son prochain et repart une fois sa tâche accomplie sur la route du soleil couchant. Au pays du soleil levant, Kurosawa sera salué pour avoir autant touché les spectateurs de par l'humanité de ses personnages que la mise en scène épique des batailles. En parlant de bataille, les samouraïs préparent leur stratégie en fonction du terrain, conçoivent des pièges et apprennent aux paysans à se battre. Dans ces séquences, Kurosawa s'inspire de son amour pour le théâtre japonais kabuki et no, ainsi que son goût pour le comique. Grâce au personnage de Kikuchiyo, qui fera une démonstration toute particulière, Kurosawa souligne le fossé qui sépare les guerriers des paysans. Cependant, il le fait avec humour afin de travailler en contrepoint sur d'autres scènes plus dramatiques. La présence de Kikuchiyo est en quelque sorte une pause agréable, réjouissante en attendant l'angoisse des combats. Quant aux scènes de bataille proprement dites, la technique à 3 caméras de Kurosawa permet de montrer toute sa maîtrise de la réalisation et de la mise en scène. Charles Tesson des Cahiers du cinéma en parlera en ces termes. La course des samouraïs et des paysans à travers le village se métamorphose en ballet. C'est un ballet de la mort où plusieurs compagnons d'armes vont mourir pour une cause noble. Car sans sacrifice, il n'y a pas de héros possible. Ces derniers tomberont pour la plupart sous les balles d'un fusil, arme considérée par les samouraïs comme déshonorante et lâche pour celui qui l'utilise. Le tournage commence le 25 mai 1953. Kurosawa ne veut pas que le film soit tourné dans les studios de la Toho, mais en extérieur. Les équipes qui partent en repérage n'ont pu trouver de village satisfaisant qui rappellerait la description faite dans le scénario. Plusieurs lieux différents sont ainsi nécessaires pour le tournage, notamment près de Izu, à côté de Tokyo, et près de la ville de Gotemba, dans les plaines au pied du mont Fujiyama. Quant au village des paysans, il est reconstitué à Tagata dans la péninsule d'Izu pour ajouter au réalisme du film d'époque. La construction de 2 ponts sera également nécessaire pour d'autres prises de vue. L'assistant réalisateur Hiromichi Horikawa, en charge du plan de travail, prévoit 71 jours, soit 3 mois de tournage. En réalité, le tournage du film durera environ 1 an à cause du perfectionnisme de Kurosawa. Par exemple, 2 scènes importantes d'incendie ont dû être retournées car les feux ont pris trop vite. Il a donc fallu reconstruire les décors. L'acteur jouant Rikichi perd connaissance sous le coup de la chaleur, les sourcils brûlés et le visage couvert de cloques. Il arrivait toujours quelque chose. Nous n'avions pas assez de chevaux, il pleuvait tout le temps. C'était exactement le type de film qu'il était impossible de faire dans ce pays. Pour une autre scène, la lumière du coucher de soleil, trop fugace, oblige l'équipe de tournage et les acteurs à la retourner une seconde fois. Pour rendre le film réaliste, Akira Kurosawa demande beaucoup à ses techniciens. Ces derniers développent plusieurs effets, rendre le galop des chevaux plus rapide grâce à la production de cendres de bois répandues sur leur passage, développer une technique de vieillissement accéléré des planches de hêtre brûlées au feu de bois, noircies et imprégnées de boue pour rendre la patine du temps réaliste lors des plans rapprochés. L'autre perte de temps est due à la Toho, et Kurosawa doit user de stratagèmes et de pugnacité pour continuer le projet. Il impose donc toute sa gestion du tournage à la Toho, ce qui lui vaudra le surnom de Tenno, autrement dit l'empereur. Et même si l'ensemble de l'équipe continue à patauger dans la gadoue et qu'il est difficile d'atteindre le lieu de tournage, le réalisateur n'en démordra pas. Il faut continuer à tourner là-bas et non en studio. D'autre part, le film menaçant la Toho de banqueroute à cause de nombreux dépassements de budget, le tournage sera stoppé à de nombreuses reprises, ce qui rallongera bien sûr la durée de production.
Il faut prendre en compte également qu'au moment du tournage des 7 samouraïs, le studio produit Godzilla d'Ichiro Honda, qui nécessite également des fonds importants. Cependant, Kurosawa réussit à convaincre à chaque fois la Toho et les persuade que le film sera un succès. Pour faire céder les producteurs, il filme toutes les scènes sauf les batailles, ce qui frustre bien sûr les grands patrons, qui sont dans l'obligation de le laisser terminer son film. Autre coup important, pour simuler la pluie torrentielle lors du combat final, il demande l'utilisation de 6 camions-citernes. Kurosawa ne fait jamais les choses à moitié, à tel point que le sol était si boueux qu'il était très compliqué pour l'équipe de tournage de se déplacer sur le plateau malgré l'utilisation de cuissardes. Au final, ce qui coûtera le plus cher à la production sera l'utilisation de téléobjectifs, rares pour l'époque, et surtout le métrage de pellicule. Kurosawa en consomme des quantités astronomiques, car il a l'idée de tourner à 3 caméras afin d'avoir le plus de plans possible en simultané sur une scène. Pour la bataille sous la pluie, quand les bandits attaquent le village ou pour l'incendie du moulin, là où l'on ne peut refaire le décor, j'ai adopté le système de prise de vue avec 3 caméras simultanées. Si j'avais filmé selon la méthode traditionnelle, en découpant plan par plan, je n'aurais eu aucune garantie que la même action puisse être reprise 2 fois exactement de la même façon. Le résultat s'est montré satisfaisant. Pour les œuvres suivantes, j'ai continué à appliquer cette méthode. Kurosawa souhaite par cette méthode novatrice garder également fluidité dans les dialogues et naturel dans le jeu des acteurs. Quand l'acteur sait où se trouve la caméra, automatiquement, sans en être conscient, il va se tourner d'un tiers ou de moitié dans sa direction. Akira explique son système à 3 caméras ainsi. Le système que j'utilise en général consiste à mettre la caméra A aux places les plus orthodoxes, à utiliser la caméra B pour les plans rapides, décisifs, et la caméra C comme une sorte de détachement de guérilla pour les interventions rapides. Ce qui fait ni plus ni moins de Kurosawa l'un des pères du cinéma d'action moderne. Citons un autre procédé novateur utilisé par Kurosawa, le ralenti. Par exemple, la mort du bandit lors de la prise d'otage, ou encore la mort du samouraï orgueilleux se battant contre Kyuzo. C'est un procédé alors très peu utilisé pour ce type de scène. Ici, la rapidité d'action des samouraïs s'oppose à la lenteur d'action de leurs adversaires. La musique des 7 samouraïs est proche des productions musicales des films américains, notamment les westerns. Moderne, la partition très riche de Fumio Ayasaka utilise notamment des instruments occidentaux: bois, cuivre, percussion, guitare acoustique, saxophone baryton. Si la comparaison avec le cinéma américain peut être parfois exagérée, elle prend cependant tout son sens quand on sait que Kurosawa souhaite s'inspirer du cinéma occidental et russe afin de rafraîchir le cinéma japonais, et ce, dès son entrée à la Toho. Une bonne partie des plans réalisés, notamment les plans de bataille ou de groupe, respirent l'influence de John Ford sur Kurosawa. Toutefois, Kurosawa niera toute influence du western sur les 7 samouraïs, affirmant que ce type de film n'est valable qu'aux États-Unis. Même si nous ne pouvons remettre sa parole en question sur ce film, rappelons cependant que quelques années plus tard, Kurosawa, grand admirateur de John Ford, utilisera la plupart des codes du western dans son film Yojimbo, véritable western japonais. Sergio Leone en fera d'ailleurs un remake non avoué en 1964 pour une poignée de dollars avec Clint Eastwood. Sorti en 1954, Les 7 samouraïs est un très long métrage, 207 minutes pour la version restaurée, soit 3 heures et 27 minutes. Il sera le film le plus cher de la Toho pour 125 millions de yens et restera le plus gros budget de l'histoire du cinéma japonais jusqu'en 1980, largement dépassé par un autre film de Kurosawa, Kagemusha, l'ombre du guerrier, pour la bagatelle de 2,3 milliards de yens. Kurosawa n'est cependant pas au bout de ses peines, et ce, même après le montage. Le film sortira, certes, mais dans des versions écourtées, notamment à l'étranger, de peur que le spectateur ne se lasse. Ces versions amputées ne permettront pas de rendre de manière claire et lisible les relations entre paysans et samouraïs, ni d'expliquer comment le personnage de Kikuchiyo fait le pont entre ces deux mondes. La majeure partie de ces versions idéalise les paysans, alors que ce sont les samouraïs qui font preuve d'abnégation et d'héroïsme. Au Japon, avant d'être écourté, le film reçut tout de même un très bon accueil. De retour à la Mostra de Venise en 1954, dans une version écourtée imposée à Kurosawa, ce dernier recevra le Lion d'argent qu'il partagera avec l'intendant Sancho de Kenji Mizoguchi, la Strada de Federico Fellini et sur les quais d'Elia Kazan. Au final, les investissements effectués par la Toho vont s'avérer très positifs en retour, car les succès au box-office des 7 samouraïs et de Godzilla vont lui permettre de renflouer ses caisses, mais aussi d'asseoir une renommée mondiale et de rayonner comme étant la plus grande société de production cinématographique japonaise en son temps.
Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'avec les 7 samouraïs, Kurosawa entre au panthéon des grands cinéastes et influencera toute une génération de réalisateurs japonais, mais également occidentaux. Les thèmes abordés dans ce film et le modèle de recrutement des samouraïs seront repris dans l'ensemble des remakes et adaptations futures. Enrôlement des meilleurs, collectif prenant le pas sur l'individualisme, respect, valeurs humaines correspondant au Bushido, amitié, abnégation et bien évidemment l'héroïsme. C'était la deuxième partie de notre dossier Total Remake sur les 7 samouraïs et les 7 mercenaires. Merci d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur notre page Facebook et Twitter. Et si vous souhaitez nous soutenir dans nos futurs projets, Tipeee existe aussi. Je vous dis donc à la prochaine pour le 3e épisode et vous propose de finir par un petit récapitulatif. Sayonara!